Ludivine Alada, peut-on tout d'abord revenir sur les origines de la création de Mycophyto en 2017? Est-ce la suite logique des études de microbiologie de Justine Lipuma qui l'ont amené à s'intéresser aux interactions entre les plantes et les champignons microscopiques? Oui, effectivement. En 2017, Justine Lipuma a créé cette start-up. Elle l'a cofondée avec Christine Poncé, qui est une experte des systèmes agricoles de l'INRAE. Et effectivement, aujourd'hui, quelques années plus tard, on est en plein développement de cette start-up. Au départ, c'est vrai que c'était surtout un projet pour vérifier ce fait scientifique qu'on a utilisé, qui est un phénomène naturel à la base, et qu'on s'est amplifié pour enrichir les sols, les régénérer et aider les plantes dans leur développement. Donc effectivement, il y a toute cette histoire-là qui continue de s'écrire depuis 2017. À l'époque, la rencontre de Justine Lipuma avec Christine Poncé et le soutien de l'INRA a été déterminant? Oui, tout à fait déterminant. C'est vraiment l'innovation à la française qui est louée dans ce modèle-là, puisque tout simplement, Justine Lipuma était chercheuse dans la recherche publique. Mycophyto est une spin-off de l'INRAE et de l'Université Côte d'Azur. Donc c'est vraiment le projet entrepreneurial qui sort d'un projet de recherche initial. Et c'est vraiment ce que la loi sur l'innovation, qui a 25 ans en ce moment, prônait. Pour Justine Lipuma, il était évident que ces recherches devaient sortir des laboratoires pour être mises au service des sols et des agriculteurs? Oui, tout à fait. Ça a été un souhait assez prégnant chez Justine de pouvoir sortir effectivement ce projet de la recherche et de le tester directement, de l'éprouver dans les champs avec les agriculteurs et surtout d'arriver plus vite à un résultat qui soit utilisable et qui change les usages chez les agriculteurs. En gros, on demande aujourd'hui beaucoup aux agriculteurs, on leur reproche beaucoup de choses aussi, l'usage de produits phytosanitaires, d'engrais chimiques et minéraux, etc. Sauf que ça a été quand même depuis 50 ans le moyen de produire suffisamment d'alimentation pour nourrir la planète. Aujourd'hui, il est nécessaire de changer ces pratiques. On demande cela aux agriculteurs, mais ils ne peuvent pas le faire si on ne les accompagne pas dans ces changements et si on ne leur propose pas des solutions, non pas clés en main, il n'y a pas de solution magique, mais en tout cas des solutions pour changer leurs pratiques. Pour Mycophyto, la régénération des sols constitue la clé de voûte d'une agriculture performante. L'une de vos missions consiste-t-elle à préserver notre agriculteur face au changement climatique, mais aussi notre santé en limitant l'utilisation d'engrais chimiques? Oui, c'est exactement ça. C'est de proposer des solutions qui soient viables économiquement, parce qu'il y a quand même un gros sujet sur la condition des agriculteurs et comment leur amener aussi des rendements, une production viable dans le temps, puisqu'aujourd'hui on voit que les sols sont largement appauvris, les sols arables qui ont été cultivés sont largement appauvris et on ne peut pas considérer qu'on va pouvoir cultiver la même chose, les mêmes rendements dans 10 ans, dans 20 ans, avec des sols qui s'appauvrissent de plus en plus. Donc la solution Mycophyto, par exemple, ces solutions innovantes, elles servent à régénérer les sols et à faire en sorte qu'il y ait une pérennité finalement de l'utilisation de ce qui nous nourrit dans le temps. Par exemple, la solution Mycophyto, qui est une solution naturelle, qui remet cette biodiversité dans les sols, permet aussi de trouver une certaine durabilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas un engrais minéral qu'on va appliquer tous les 6 mois par principe de nourrir toujours la plante de manière régulière et systématique. On va remettre dans le sol un procédé naturel qui va se développer et qui va pouvoir perdurer jusqu'à 3 ans, puisque la mycorhization, donc cette symbiose qui se fait entre la plante et les champignons, va pouvoir être en place jusqu'à 3 ans, selon l'itinéraire de culture, bien sûr. Donc c'est là où il y a un accompagnement de l'agriculteur. Donc justement, vous utilisez la mycorhization, donc une symbiose entre une famille de champignons microscopiques du sol et une plante. Quelles sont les caractéristiques de ces champignons et comment s'effectue cette symbiose? Ces champignons mycorhiziens, ils existent depuis bien avant les dinosaures, depuis 450 millions d'années. Ils ont sans doute permis à la vie aquatique de devenir terrestre. Et donc, ces champignons microscopiques sont au nombre de 350 espèces recensées dans le monde, compatibles avec 85% des plantes sur la planète. Donc, ça fait un nombre de combinaisons incroyable. Donc nous, notre innovation technologique, ce que Justine Lipuma et Christine Poncé ont développé, c'est 3 piliers en fait qui vont servir à créer nos solutions. Le premier, c'est le projet de création d'un algorithme de prédiction, donc grâce à l'intelligence artificielle notamment. Le but, c'est d'implémenter toutes les données existantes sur le climat, sur les plantes, sur la typologie de sol et le microbiote, et de voir quels sont les schémas qui sont reproductibles ou compréhensibles de ce phénomène. Donc cet outil va nous servir à construire finalement la bonne recette de ces champignons mycorhiziens.
Ensuite, on va les développer dans une biobanque. Donc, on a une collection de ces espèces qui est en passe de devenir la première biobanque européenne. Donc ça, c'est tout le volet recherche et développement. Et en troisième lieu, il y a les systèmes de production de ces champignons mycorhiziens qui sont brevetés chez Mycophyto. Notre innovation brevetée, elle est là. C'est de savoir identifier, collectionner et amplifier ces champignons, puisque nous le faisons donc dans un système désormais industriel. Nos usines sont des serres où on cultive des plantes pour pouvoir cultiver des champignons. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc en fait, on cultive des plantes qui nous aident à cultiver ces champignons mycorhiziens microscopiques et ensuite on va pouvoir les formuler, c'est-à-dire contenir ces champignons soit dans un sable, soit dans une poudre, soit dans un gel, selon la culture qu'on va adresser. Alors qu'apporte cette alliance naturelle entre ces champignons mycorhiziens arbusculaires et les plantes, et quel est son impact sur l'amélioration des rendements? Alors, les 3 impacts principaux et agronomiques qu'on a observés, premièrement, ça peut être les rendements. Les rendements sont largement augmentés, plus 25 à 30% par exemple sur la rose centifolia, sur laquelle on travaille. On a un rendement augmenté aussi sur la tomate. Sur le plan local, par exemple, il y a quelques semaines, on vient d'avoir les résultats d'un projet qu'on mène chez le producteur Orso à Cannes, où on a jusqu'à 15% d'augmentation des rendements. Ensuite, on a une rétention de l'eau à la racine des plantes. Donc, en temps de sécheresse et de stress hydrique, qui est de plus en plus prégnant dans nos régions, mais de plus en plus répandu aussi. Donc, sur ces questions de sécheresse, en fait, on a les champignons mycorhiziens qui vont faire office de micro-éponges autour des racines de la plante et qui vont aider la plante à mieux réguler son approvisionnement en eau. Surtout quand il manque d'eau, évidemment. Donc là, on va avoir jusqu'à 20% d'économie d'eau irriguée, d'irrigation, puisqu'on va avoir donc de l'eau retenue à la racine. Et sur la limitation des intrants chimiques? Là, on est jusqu'à 30% de limitation des intrants. Sur la tomate, par exemple, on a des expérimentations, des essais qui ont montré que sans la solution Mycophyto, on avait un certain taux de rendement. Avec la solution de Mycophyto, on a un rendement amélioré. Et en baissant l'usage des engrais azotés, on a une augmentation encore supérieure de rendement, puisque la plante retrouve un équilibre naturel qu'elle n'avait sans doute plus. Avant de proposer une solution adaptée à chaque besoin, vous réalisez un diagnostic précis. Quels sont les critères que vous prenez en compte pour déterminer le bon produit? Alors, la typologie des sols est extrêmement importante, l'historique de la parcelle également, de l'agriculteur. On va faire des analyses de sol pour voir déjà la diversité qui est présente dans ces sols. Et ensuite, on va pouvoir choisir le produit adéquat à inoculer, à appliquer. Chez Mycophyto, en gros, on va pouvoir reproduire la biodiversité de champignons mycorhiziens à l'identique. Et on va pouvoir aussi créer des produits qui sont des bonnes solutions pour des contextes donnés et pouvoir du coup les proposer à nos clients. Une fois la solution retenue, quel est le suivi que vous proposez aux utilisateurs? Alors, la mycorhisation, selon la culture, etc., on a un délai pour appliquer la solution et ensuite pour voir quelques semaines plus tard si la symbiose a pris. Donc ça, c'est déjà un premier temps. Et ensuite, on accompagne l'agriculteur. Donc généralement, c'est le temps des récoltes. Donc par exemple, pour la vigne, on va pouvoir inoculer et ensuite, c'est au vendange où on va effectivement pouvoir voir le poids des fruits. Les qualités organoleptiques sont maintenues. Alors, tout ce que je vous dis, ça a été vérifié dans des essais qu'on a menés, notamment sur la vigne avec le château Sainte-Roseline et le Crédit Agricole et le Centre du Rosé, qui est le centre technique qui a mesuré les impacts. Alors vous l'avez dit, vous menez des premières expérimentations en matière de viculture avec les rosés de Provence. Le premier bilan est-il positif? Oui, le bilan est extrêmement positif. Sur le projet qui s'appelle Mycovigne 1, les résultats sont tout à fait encourageants. C'est une augmentation du rendement jusqu'à 45% en temps de sécheresse. Sur l'été 2022, il y a une sécheresse qui fait une perte de rendement de 45% net. Et grâce aux solutions Mycophyto, malgré cette sécheresse qui a entraîné une perte de rendement de 45%, on maintient les rendements. C'est-à-dire qu'on a une augmentation du coup de rendement sur un été extrêmement sec de 45%. Alors toujours dans le domaine du vin, vous avez noué cette année un partenariat stratégique avec le groupe Lovige. Quelles retombées en attendez-vous? Alors déjà, il y a le fait d'être en partenariat avec des distributeurs. Ça, c'est un marqueur très important pour le développement de Mycophyto, parce que ça veut dire qu'on nous fait confiance et que du coup, on n'est plus en lien simplement avec des clients qui apprécient, etc. Les distributeurs qu'on a aujourd'hui, c'est Camro, un groupe de l'ouest de la France qui a comme principale cible, on va dire, le maraîchage, et le groupe Lovige sur la vigne dans le sud-est, donc en Provence. Sur ces distributeurs, ce qui est important, c'est la confiance qu'ils nous font. C'est vraiment
un vent qui tourne aussi pour ce métier-là de distributeur, pour coller de plus en plus aux besoins de leurs clients. Et les besoins de leurs clients sont un petit peu criants. Donc, c'est-à-dire que là, vraiment, d'été en été, de récolte en récolte, on voit des changements climatiques qui affectent de plus en plus. Que ce soit les récoltes en termes de rendement, que ce soit l'usage de l'eau et les quantités d'eau qui ne sont pas nécessaires pour les arrosages. Il y a vraiment un principe de réalité qu'il s'agit de voir, d'entendre. Donc en fait, de choisir des solutions innovantes dans cette période où on essaye de changer les usages. Donc c'est très important qu'il y ait des distributeurs qui nous fassent confiance et qui s'approprient nos bonnes performances et qui aillent donc au contact de leurs clients pour les promouvoir tout simplement. Outre la vigne, quels sont les autres domaines dans lesquels vos solutions ont déjà fait leur preuve de leur efficacité ? Alors, comme je vous l'ai dit, il y a 85% des plantes sur la planète qui sont réceptives et compatibles avec l'action des champignons mycorhiziens, donc il y en a beaucoup. Donc nous, on a restreint ce champ pour pouvoir développer notre concept et le but, c'est d'arriver à une souveraineté alimentaire, de servir ces objectifs-là. Mais les filières qu'on adresse aujourd'hui sont la filière de la vigne, celle des terrains sportifs et des espaces verts, parce qu'il y a de plus en plus de contraintes phytosanitaires avec du zéro phyto qui sont très importantes et des contraintes en eau également. Et du coup, nos solutions peuvent tout à fait servir ces raisons-là. Ensuite, il y a le maraîchage et l'arboriculture. Et enfin, la plante à parfum, puisqu'on est basé donc à Grasse, comme vous le savez, Grasse et Sophia Antipolis. Et c'est très important pour nous de continuer à travailler, ce qu'on fait très bien, avec les grands parfumeurs, avec toute cette filière locale. Quel est aujourd'hui le nombre de vos clients récurrents et sur quelle filière agricole œuvrent-ils principalement ? Alors aujourd'hui, on a plus d'une 50aine de clients récurrents. On a quand même encore beaucoup de plantes à parfum. On a un petit peu les 4 filières qui sont représentées dans ces 50 clients récurrents. Mais avec l'arrivée de distributeurs, on est en train de dupliquer aussi notre champ d'action. En 2023, vous avez inauguré de nouveaux locaux à Grasse, tout en restant présent sur Sophia Antipolis au sein de l'INRAE. Êtes-vous prêt désormais à passer au stade de l'industrialisation ? Alors oui, notre projet justement vient juste de passer puisqu'on a rempli un dossier première usine de la BPI qui vient de passer en fait. Donc on va avoir une subvention pour construire notre première usine. Et oui, on est complètement en modèle industriel aujourd'hui, puisque notre pilote est déjà en fonctionnement et c'est notre outil de production aujourd'hui. Et là, le but, c'est d'augmenter ses capacités de production pour pouvoir répondre à toute la demande qu'on n'arrive pas à adresser aujourd'hui si on n'augmente pas nos capacités. Où comptez-vous implanter cette usine ? Alors, on cherche à implanter cette usine dans le département des Alpes-Maritimes idéalement. C'est un souhait des cofondatrices de construire cette première usine au plus près de l'histoire de Mycophyto, qui n'est pas simple, comme vous l'imaginez, parce qu'on n'est pas une région propice forcément au foncier et encore moins au foncier pour l'agriculture. Mais en tout cas, c'est un souhait. Donc là, on n'a pas encore de réponse affirmée de ce côté-là, mais c'est en process, on va dire. Quelle serait la dimension de cette usine ? Combien d'employés, de salariés y travailleraient ? Alors pour l'instant, c'est une augmentation de capacité, mais ce n'est pas un projet pharaonique. Par contre, cette première usine, elle doit être assez importante et pouvoir fournir le nécessaire. Ensuite, on a un développement prévu en France et à l'international. Et le but, ce sera sans doute dans les prochaines années d'aller construire des usines ailleurs pour être au plus près des filières et des territoires qu'on adresse. Évidemment, le but, ça ne va pas être de créer un mastodonte, on va dire, avec des cargos qui partent dans le monde entier pour distribuer du mycophyto, mais plutôt d'aller coller au plus près des besoins. Voilà pourquoi, par exemple, le Maroc et la Belgique sont aujourd'hui des zones qui sont très utiles pour nous, pour la grande culture au nord de la France et du coup dans cette région européenne, et pour adresser les problématiques de sécheresse pour tout ce qui est alimentaire, par exemple au Maroc, et pour être une porte sur l'Afrique également. Quelles sont vos perspectives de développement à moyen terme ? Est-ce que vous ambitionnez de devenir l'un des leaders européens dans votre domaine ? Oui, on ambitionne de devenir effectivement leader européen dans les biostimulants, ce qui est aujourd'hui la marque de fabrique de Mycophyto. C'est-à-dire que si on est suivi et accompagné par autant d'investisseurs, par les institutions françaises, etc., c'est parce qu'on représente cet espoir de devenir leader européen sur le sujet. Donc c'est tout ce que je nous souhaite. Alors depuis votre création, vous avez déjà réalisé plusieurs levées de fonds. Est-ce que vous envisagez donc de nouvelles pour accompagner votre développement et si oui, de quelle ampleur ? C'est effectivement toujours dans les tuyaux, comme dans tous les développements de start-up, on continue des levées de fonds sous différentes formes, mais il y a une levée de fonds effectivement plus importante qui doit être prévue pour répondre à cet objectif d'industrialisation et de construction d'usines. La réponse par exemple du projet Première Usine va nous permettre d'accompagner financièrement ce projet par exemple.